Bonsoir, merci d'assister à ce live Studyrama TV consacré ce soir au BBA Subdeco La Rochelle. Je reçois pour en parler Caroline Hermé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de ce BBA. Je vous laisserai le décliner l'appellation anglo-saxonne. Et Lou Salomon, vous êtes major de la promotion 2015 et aujourd'hui donc diplômée et aujourd'hui en poste après avoir effectué 4 années d'études, si je ne m'abuse. 5 années parce que j'ai fait une année de césure. Eh bien, vous allez tout nous dire à ce sujet. Ma première question, il y en a beaucoup qui viennent d'arriver de la part des internautes qui vous suivent. Quelle place occupe aujourd'hui un BBA Bac plus 4 dans un marché en France qui est dominé par les Bac plus 3 et Bac plus 5? Alors, effectivement, en France, on a un tout petit souci. Il y a beaucoup de programmes Bac plus 3 qui existent, des programmes bachelor. Donc, la plupart d'entre eux sont des programmes généralistes. Et c'est pour former à ce que l'on appelle le middle management. À l'étranger, la norme, c'est plutôt le Bac plus 4. Le Bac plus 4 qui forme déjà, on va dire, à la première année de master. Les BBA sont les programmes qui permettent, justement, dans le cadre des études à la fois en France et à l'étranger, d'être le plus proche de la norme internationale. En clair, qui dit BBA dit formation internationale par excellence. Formation internationale, beaucoup, oui. Pour la plupart d'entre eux, en tout cas en France, la majorité des BBA ont une ouverture internationale parce que les 4 années de formation permettent pour la majorité des étudiants, dans la plupart des BBA, d'effectuer au minimum 1 an à l'étranger. Et au déroulé de votre cursus, d'ailleurs comment s'organise votre cursus, on voit que la partie internationale est prégnante, on va y revenir, oui, mais globalement comment s'organisent ces 4 années? Alors, pour la partie du BBA La Rochelle, sur les 4 ans, nos étudiants effectuent plus de 2 ans à l'international. Donc c'est un des programmes qui a le plus d'ouverture et d'expérience à l'international. Des expériences qui sont complètement diverses puisque vous avez à la fois l'expatriation académique de 1 an dans une université partenaire, vous avez 2 semestres de stage en entreprise, vous avez ce que l'on appelle des learning expeditions, c'est-à-dire des semaines vraiment très ciblées dans une capitale européenne pour étudier l'économie, la culture et la vie politique de cette capitale. Et les étudiants effectuent aussi une mission export sur plusieurs semaines à l'étranger. Ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, voilà. Une nouveauté 2016. Voilà, Learning Expedition comme la mission export, ça vient vraiment se rajouter en plus. Notre volonté, c'est vraiment de préparer nos étudiants et nos diplômés donc à un maximum d'expérience et d'opportunités internationales. On n'échappe à aucune, on doit passer à tous les stades. Ah oui, oui, vraiment tous les stades. Rien n'est facultatif, tout est obligatoire au niveau des expatriations. Ça fait vraiment partie de l'ADN du BBA La Rochelle, oui, vraiment. Et donc au terme, est-ce qu'il y a des spécialisations? Est-ce que c'est vraiment axé que sur l'export, l'international? Alors, l'export, ce que l'on appelle le commerce international, est vraiment une des options, un des métiers possibles à l'issue du BBA. Le BBA de La Rochelle est une formation généraliste. Nos étudiants peuvent aussi bien, nos diplômés, parce que je dis étudiants, mais ce sont nos diplômés, peuvent aussi bien travailler dans les ressources humaines, la finance internationale, la supply chain management, le commerce international, le développement international. Donc il y a vraiment des tas un spectre large, oui, d'opportunités. très large. Oui. C'est vraiment le management international. C'est dans l'ADN. Voilà, avec l'ouverture internationale, vraiment. Lou, alors racontez-nous comment vous êtes arrivée au BBA de La Rochelle, d'où venez-vous, quel est votre parcours antérieur et pourquoi vous avez choisi cette formation? Alors moi du coup je suis originaire du bassin d'Arcachon qui se trouve à côté de Bordeaux dans un petit village qui s'appelle Eschkatol. Vous êtes à la région quoi. Comment? Vous êtes resté à la région? Oui, enfin en bord de mer. Du coup j'ai fait un parcours lycée normal, j'ai fait un bac S et suite à mon bac S du coup comme tout jeune on se pose beaucoup de questions par rapport à son orientation et c'est vrai que j'étais un peu perdue, j'avais cette fibre sociale, je voulais m'engager pour la société et du coup c'est vrai qu'une école de commerce
commerce m'a paru très pertinent pour justement comprendre le monde qui m'entourait et pour comprendre cette économie qui régit beaucoup de choses dans ce monde et pour pouvoir aussi me former au management. Donc du coup je suis partie avec cette idée, passer mon concours et du coup ça s'est très bien passé, donc j'ai décidé d'intégrer le groupe Subdeco La Rochelle. Donc ce qui m'a plu c'est la qualité de la formation, enfin même si on peut pas trop le savoir avant d'y aller. C'est aussi cette expatriation à l'étranger, cette dimension internationale et aussi le programme Humacité, parce que je trouvais que dans cette école il y avait quand même une dimension très humaine et moi j'avais envie de ça. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussée à venir au groupe Subdeco La Rochelle, donc dans le bachelor international. Et donc suite à ça, donc j'ai fait une première année à La Rochelle. Après je suis partie en expatriation en Allemagne. Donc je suis restée en Allemagne pendant 1 an et demi. J'ai validé un double diplôme dans une université allemande. Après j'ai fait un stage de 6 mois sur Berlin. Et après j'ai complètement changé, je suis partie en Inde. Du coup je suis restée 6 mois faire un stage. Et après j'ai décidé de faire une année de césure avant de rentrer à La Rochelle pour la dernière année. Et là du coup je suis restée un peu en Inde et j'ai pris mon sac à dos, j'ai monté mon projet avec une amie. On a fait 8 pays à travers l'Asie, à aller découvrir l'entrepreneuriat social et son écosystème. Dans lequel vous travaillez aujourd'hui un peu oui, voilà, dans l'associatif, dans l'associatif, dans l'innovation sociale, dans comment en fait appliquer le management pour pouvoir résoudre des problèmes sociaux, environnementaux et de société. Parce que moi je vois vraiment le management pas comme une fin en soi mais comme un moyen. Donc du coup toutes les compétences et toutes les expériences que j'ai pu avoir à travers mes années d'études me permettent du coup de me projeter maintenant dans ma vie professionnelle et d'avoir trouvé vraiment un métier qui fait sens pour moi, qui fait sens pour les autres et dans lequel je m'épanouis. On va revenir à l'entrepreneuriat social et la mission Humacité qui quand même caractérise le groupe Subdeco La Rochelle. Mais ça m'intrigue, vous sortez de bac S, vous auriez pu avoir tout le champ des possibles dans le domaine scientifique et vous avez choisi une école post-bac à caractère international. Vous n'avez pas trop pêché en langue? C'est pas trop compliqué? Non, donc moi j'avais fait première langue allemand et j'aimais beaucoup l'allemand, donc c'est vrai que j'avais pas trop de problèmes sur l'allemand. Sur l'anglais c'est vrai, deuxième langue quand on fait un bac scientifique. J'ai pas trop voyagé quand j'étais petite à l'international, donc c'est vrai que j'avais pas beaucoup de compétences en anglais et je me rappelle que mon entretien avait été très difficile surtout sur la partie anglais. Ils m'ont mis le minimum de la note pour pouvoir passer, mais c'est vrai que du coup avec toutes les expériences maintenant je suis bilingue, il n'y a pas de souci et du coup ce qui est important aussi pendant les concours c'était l'entretien de motivation. Enfin moi j'ai pas fait le concours Sésame, c'était pas encore le concours Sésame, mais c'est vrai qu'ils ont pu voir ma motivation à rentrer dans l'école et ça m'a pas porté préjudice parce que j'avais vraiment, enfin je vous promets, mon niveau d'anglais était pitoyable. Donc pas insurmontable? Ah non, pas du tout, quand on peut on peut, donc il faut le tenter. Moi je l'ai tenté, ça a très bien marché. Faut-il avoir une certaine maturité pour choisir ce genre de programme parce que vous aviez apparemment un projet très déterminé? Pensez-vous qu'il faut quand même avoir, on entre dans le vif du sujet quelque part quand on est dans le post-bac? Non, mais oui, carrément. Je pense que le projet déterminé, pas vraiment, parce que c'est au cours de son cursus qu'on le développe. Donc moi j'ai vu plein de mes camarades de promo qui sont partis sur un projet et après sur d'autres, et c'est ça que permet aussi la formation, de pouvoir avoir une expérience terrain pour pouvoir se rendre compte en fait de ce qu'on a envie de faire, et toutes ces expériences en fait à l'international nous permettent aussi de mieux se connaître soi. Et je pense que ça on le parle pas assez parce qu'on dit découvrir les choses et c'est très bien, mais moi j'ai vraiment fait un travail intérieur en me retrouvant dans des situations, dans des nouveaux pays, dans des nouvelles cultures, et du coup je pense que ce travail intérieur permet de mieux se positionner après, de mieux se connaître pour pouvoir orienter en fait son projet professionnel. Alors on va prendre quelques questions parce que là il y en a beaucoup qui arrivent. On va commencer par la question d'Emma qui va peut-être être un petit peu redondant de ce qu'on a abordé tout à l'heure, mais elle croyait qu'on ne reconnaissait que le bac plus 3 et bac plus 5 en France et comment est reconnu le bac plus 4 encore une fois en France. C'est vrai qu'au plan international c'est un diplôme extrêmement reconnu. Oui. Alors en France il n'y a vraiment aucun problème, donc le BBA de La Rochelle est visé bac plus 4, donc c'est l'équivalent d'un M1. Donc c'est un niveau master 1 et c'est un diplôme donc, qui est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc ça signifie qu'un diplômé du BBA La Rochelle peut poursuivre en M2
en Master of Science peut intégrer des entreprises, on va dire, à culture peut-être plus ingénieure, où il y a vraiment des conventions collectives avec le statut cadre. Donc les diplômés sont considérés vraiment au même titre que des masters. Donc il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, donc j'allais dire, il y a cette reconnaissance en France, à la fois pour la poursuite d'études comme pour l'insertion professionnelle, mais il y a aussi des accréditations internationales qui permettent là aussi d'être reconnus partout dans le monde. Voilà, donc le diplôme est vraiment un certificat plus que sûr, une estampille plus que certaine pour à la fois la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle, il n'y a pas de souci. En fait, vous avez 2 accréditations internationales, oui. Une européenne et l'autre américaine. Voilà, donc ACSB qui est beaucoup plus à culture américaine, et IPAS qui dépend des quiz et de l'EFMD qui est vraiment sur la zone d'influence européenne. Voilà, donc avec ces 2 accréditations internationales, nos diplômés peuvent voyager, travailler, étudier partout dans le monde. Encore une question de distinction. Antoine vous demande quelle est la différence entre un bachelor en 3 ans et un BBA. Alors, le bachelor en 3 ans, c'est ce que l'on appelle des formations dites courtes, les Bac plus 2 comme Bac plus 3, et ça amène un niveau de middle management. Donc on va dire, on n'est pas tout à fait manager, c'est juste avant d'être sur des postes de management, d'accord ? Le BBA, en étant un Bac plus 4, amène à des fonctions qui sont des fonctions de management. Voilà. Répondons à la question de Sophie qui vous a entendu, qui dit 2 ans d'études à l'étranger, 14 semaines de stage, démission, humacité, export, etc. Est-ce qu'on a le temps de rester à La Rochelle et découvrir La Rochelle, l'école ? Moi je crois que oui, mais je vais laisser peut-être Lou répondre puisqu'elle a vécu. Oui, parce qu'on reste quand même 2 ans à La Rochelle, et c'est vrai que la première année, moi je me rappelle bien, il y a un gros tissu associatif dans l'école, ce qui nous permet en fait de nous engager dès la première année dans une association à l'intérieur de Subdeco, et de vraiment découvrir toute l'école, de découvrir La Rochelle, ça il n'y a pas de souci. Et du coup on revient en 4e année, du coup c'est intéressant de voir aussi l'évolution, et puis on s'engage d'une autre façon, mais on a vraiment le temps, moi je connais La Rochelle comme ma poche, il n'y a pas de souci de ce côté-là, et l'école on a vraiment le temps il y a beaucoup de soirées aussi qui sont organisées par les assos qui nous permettent de rencontrer les gens de l'école ou de parcours différents, etc. Donc moi j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. On va venir à la sélection, parce qu'on parlait du concours Sésame, vous avez évoqué le concours Sésame, vous avez rejoint le concours Sésame pour le concours 2015, un grand changement pour le BBA, d'ailleurs pour le concours Sésame tout court, mais pourquoi avoir rejoint cette banque? Et je promets à Bastien que nous répondrons à sa question, puisqu'il insiste pour on reviendra sur les modalités des concours. D'accord. Alors, pourquoi rejoindre la banque Sésame? Tout simplement parce qu'au niveau de cette banque, il y a toutes les formations internationales reconnues, les formations françaises qui préparent au management international et qui sont de notoriété certaine. Donc il y a 10 écoles dans le cadre de la banque Sésame. Donc ça permet une visibilité peut-être plus forte à la fois sur le plan national comme sur le plan international, puisque nous recrutons en France, mais nous recrutons aussi des étudiants à l'étranger dans le cadre des lycées français ou sur le concours international. Donc le fait d'apparaître groupé à 10 permet aussi une meilleure visibilité et une simplification pour beaucoup d'étudiants, parce que ce qui est de plus en plus compliqué maintenant pour des élèves de terminale, c'est il y a beaucoup de concours pour intégrer des écoles post-bac, donc il faut aussi simplifier la démarche pour ces jeunes. S'il faut qu'ils passent 20 concours différents pour intégrer 20 écoles différentes, ça devient vraiment très très compliqué.
Donc là aussi, le ministère nous demande à tous et à toutes les écoles surtout de faire un effort pour pouvoir peut-être se fédérer par famille, en tout cas, et par nature. Ce qui est donc en fait, voilà. Ça facilite les écrits du moins. Voilà, ça facilite les écrits. C'est un écrit qui est commun. Donc il y a 6 écoles à Bac+4 des BBA et 4 écoles Bac+5 qui recrutent au post-bac. Les écrits sont communs, mais ensuite après, une fois que vous avez été admissible, c'est-à-dire sélectionné par une école au niveau de l'écrit, vous devez impérativement passer les épreuves orales dans chacune des écoles qui vous intéressent. Donc là, si sur 10 écoles, voilà, c'est le Tour de France, s'il y a 5 écoles qui vous intéressent, ça sera 5 oraux différents. Vous ne pourrez pas faire un seul oral pour l'ensemble des écoles. Justement, il y a Théo qui vous demande qu'il a, a priori, il doit passer les écrits, il attend les résultats et il vous demande si vous avez des conseils à donner pour les oraux. Alors oui, il y a des conseils que nous donnons pour les oraux. Entre autres, on a mis au point ce que l'on appelle la BBA Box. C'est des vidéos pour préparer nos candidats aux épreuves orales, en tout cas à l'entretien de motivation. L'entretien de motivation, comme l'a dit Lou tout à l'heure, c'est vraiment la pierre centrale au niveau de la sélection des étudiants. C'est-à-dire que les écrits permettent de vérifier que vous avez un niveau minimum qui est requis. Mais ce qui va vraiment être primordial pour les écoles, c'est de vérifier votre motivation. C'est-à-dire pourquoi vous venez nous voir, même si vous n'avez pas de projet professionnel précis, ce qui est normal et logique à 18 ans, une fois de plus, puis même si vous en aviez un, comme pour Lou, ça peut évoluer dans le temps, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais en tout cas, il faut que vous montriez que vous avez un certain goût pour l'ouverture internationale, une curiosité pour les autres aussi sont des métiers qui demandent vraiment d'avoir presque de l'empathie pour les cultures différentes. Là, il faut avoir une ouverture d'esprit relativement large, une capacité d'adaptation aussi qui est importante. Et l'entretien de motivation va permettre de vérifier ça. Voilà. Alors je rebondis sur la question de Bastien qui vous demande si pour ceux qui passent les concours post-bac, dont Sésame, en plus des entretiens individuels, avez-vous un entretien d'anglais et d'espagnol? Oui, il y a un entretien d'anglais et un entretien de LV2 qui peut être espagnol, allemand, portugais, arabe, japonais. Donc il y a toutes les langues qui peuvent être passées en LV2, donc il n'y a pas de souci. On a même russe, chinois. Mais ça n'est pas l'entretien de motivation, c'est-à-dire que pour les langues, on travaille vraiment sur le même principe que pour la terminale, c'est-à-dire une discussion à partir d'un texte. Voilà. Le vocabulaire n'est pas tout à fait le même, puisque pour un entretien vraiment de motivation et de sélection, il faut avoir une précision au niveau de la langue pour pouvoir vraiment bien faire passer ses idées, donc avoir un niveau de conceptualisation dans la langue qui est relativement important. Et très souvent, les jeunes ne possèdent pas ni l'anglais ni la LV2 à cette hauteur-là. Donc on part au niveau de texte et c'est vraiment une conversation. Là encore, mon conseil pour des jeunes qui passent les oraux, même si il n'y a pas la compréhension de tous les mots dans le texte, c'est de montrer qu'a priori on fait des efforts et on a envie de parler la langue étrangère. Donc déjà, si vous avez ce déclic-là, ensuite après c'est aux écoles de faire le reste. D'accord ? Vous n'avez pas besoin d'arriver en étant bilingue, trilingue. Nous, on est là pour ça. Mais il faut en tout cas qu'il y ait ce terreau, cette motivation, cette envie, voilà, pour communiquer dans une langue qui n'est pas la sienne. A fortiori dans les écoles du concours Sésame, parce que c'est vraiment, elles ont la réputation d'avoir, d'abord les épreuves de langue sont extrêmement coefficientées. Oui. Et vous, quels sont vos coefficients? Alors les épreuves, c'est coefficient 2 et 3, donc ce sont des épreuves qui sont importantes, mais l'épreuve par exemple, la motivation, c'est coefficient 8. Donc, en fonction des écoles, ça peut aller entre coefficient 8 et coefficient 11 au niveau de l'entretien de sélection. Donc, vous voyez, c'est relativement large. Et je ne vais pas dire que tout se joue sur l'entretien
de sélection. Mais si cet entretien est raté, effectivement, ça devient très compliqué. C'est quoi un entretien raté? Est-ce que vous vous souvenez qu'on a dur, détestable, au contraire, mémorable? Alors, détestable, non, mais ce qui peut être extrêmement douloureux, y compris pour le jury, c'est lorsqu'on a affaire à un candidat qui est complètement muet, c'est-à-dire qui est tellement tétanisé par l'enjeu et par l'épreuve qu'il ne parle pas. Alors il faut beaucoup à la fois d'expertise et de savoir-faire de la part du jury pour l'amener à parler, mais tout le monde souffre parce que là on est en train d'aller chercher les informations les unes après les autres et ça perd un peu en vivacité. Donc il faut vraiment que le jeune qui passe un entretien se dise que a priori le jury est bienveillant parce qu'on a de l'empathie pour lui et on veut vraiment avoir une discussion la plus ouverte possible. On n'est pas là pour le coller. C'est pas un entretien culturel pour savoir s'il a bien révisé le bac. Le bac est là pour ça. Nous, on est là vraiment pour faire connaissance avec. Le projeter dans les années de formation. Tout à fait, tout à fait. C'est si insurmontable que ça. C'est vrai qu'à 18 ans, c'est un exercice pas facile. On a rarement parlé de son projet professionnel ou de soi-même. Comment l'avez-vous vécu? Vous devez revenir 5 ans en arrière. Un petit bout de temps, mais je me rappelle, bien sûr, beaucoup de stress et c'est pas évident de se retrouver face à ces personnes. Mais c'est vrai que moi j'avais pareil un jury très bienveillant et du coup, j'étais tellement motivée qu'ils ont vu que j'avais envie d'y aller, que je pense avoir eu cette ouverture aussi. Et aussi ce que je voudrais dire sur le projet professionnel, ce que tu disais très bien, vraiment pas besoin d'avoir un projet professionnel et il faut surtout pas mentir à un entretien de motivation, il faut vraiment être soi-même et surtout pas cacher parce que les gens le verront direct et puis même c'est pas du tout l'objectif, donc vraiment être cohérent et vraiment arriver, parce que moi je suis vraiment arrivée dans une école de commerce en leur disant que je voulais faire de l'humanitaire, donc ça peut paraître quand même atypique et étonnant, mais c'est très bien passé et je l'ai eu avec succès mon entretien de motivation. Donc voilà, restez comme vous êtes et le stress il est là, il faut l'accepter. Tout le monde ne veut pas faire l'humanitaire, mais c'est quand même un mot-clé. Encore une fois, je reviens sur Humacité, qui est une particularité du groupe de Cola Rochelle. Ce programme irrigue d'ailleurs tous les programmes, vous le BBA aussi. Ça consiste en quoi? Alors, je vais revenir un peu sur l'origine du groupe Subdeco La Rochelle. Donc, c'est une école qui est, on va dire, relativement récente puisqu'elle est de la fin des années 80, le groupe Subdeco La Rochelle, et il a vraiment été créé autour de ce concept, de se dire les écoles de commerce globalement ont une responsabilité dans le passé au niveau de la formation des managers, des cadres. Il y a eu une crise, on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Ça signifie qu'il faut repenser peut-être la formation au management de manière différente. Donc en mettant à la fois l'individu au cœur des préoccupations et l'organisation vraiment au cœur de son environnement. On ne peut pas faire comme si chacun était un peu un ectoplasme complètement différent de l'autre, séparé. Et c'est pour cette raison qu'au niveau de la formation, il y a des expériences nouvelles qui ont été créées et qui ont été créées vraiment d'une manière complètement innovante au niveau du groupe Subdeco La Rochelle. Et c'est notre fierté de voir que certaines écoles aussi récupèrent l'idée. Donc ça montre, quand on est suivi et imité, ça montre qu'on n'est pas mauvais. Et il y a entre autres la mission Humacité, donc l'humanitaire au creux et au centre de la cité. Ça signifie pour tous les étudiants effectuer une mission bénévole, solidaire de 2 mois. 2 mois ou 3 mois en fonction des programmes et de la possibilité des étudiants. Voilà, donc pour découvrir le sens de l'investissement, des responsabilités, et on a des jeunes qui nous disent il y a un avant la mission Humacité et vraiment un après. Parce que c'est complètement différent. Vous savez, quand vous avez 18 ans, vous levez à 6h ou 6h30 pour aller en cours, vous dites bon, et si je restais au lit, il fait froid, bon, voilà. Tandis que quand vous avez, par exemple, des jeunes orphelins qui vous attendent parce que vous leur donnez des cours d'anglais, vous occupez d'activités, là vous dites si je ne me lève pas, eux ils font rien de la journée. Donc du coup vous vous levez.
Et petit à petit, ça amène quand même aussi des prises de conscience sur la responsabilité, le sens de l'investissement, voilà. Ce qu'on ne pourrait peut-être pas faire dans le cadre d'une école et de cours classiques. Voilà, parce qu'on leur dit qu'il faut venir en cours, bien évidemment il faut venir en cours. Mais le vivre de manière différente, c'est pas mal aussi. Moi, je pense que c'est une excellente formation. En tout cas, c'est vraiment sur ce projet-là que moi, j'ai décidé de rejoindre le groupe Subdeco La Rochelle. C'est vraiment pour cette partie d'apprendre le management de manière complètement différente. Alors justement, le fil conducteur de votre formation, c'est manager autrement. C'est Marc qui vous demande, qu'entend-on par manager autrement? C'est ça. C'est ça. C'est le sens des autres. Voilà. Et donc là, je laisserai peut-être parler Lou, puisque ça vous parle, vous manager autrement quand on a 18 ans? Aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui, oui. Quand on a 18 ans, c'est vrai que moi, j'ai rejoint le groupe Subdeco aussi pour cette raison humaine et tu m'as cité. Donc je pense que oui, dans cette société où les jeunes ont envie de trouver du sens à leur travail de plus en plus, du coup, cette notion humaine, cette notion de l'autre, cette notion d'empathie, cette notion de bienveillance, d'intelligence émotionnelle, culturelle, relationnelle et collective, toutes ces choses-là, ça parle de plus en plus aux nouvelles générations. Donc oui, manager autrement complètement. Après, personnellement, je trouve ça un peu dommage de parler, mais ça c'est la société en global, de parler de manager autrement. Pour moi, ça devrait être manager en fait. Prendre en compte l'autre, savoir gérer ses émotions soi-même, toutes ces choses-là, c'est des choses qui devraient être normales. Comme quand on parle du green marketing, ça devrait être du marketing. Quand on parle de l'économie sociale et solidaire, pour moi, ça devrait être économie parce que l'économie devrait être au service de la société et des individus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vivre une transition justement d'une génération, vous êtes plus Y, je ne sais plus, vous êtes peut-être Z, mais c'est une nouvelle génération, vous pensez que vous initiez l'économie solidaire aujourd'hui, mais l'économie, le marketing de demain et le management de demain? Je l'espère, en tout cas moi je me bats tous les jours et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler dans ce secteur pour justement promouvoir, avoir de la visibilité, accompagner des jeunes qui ont envie de se lancer dans ce secteur, qui ont des projets, qui ont des visions aussi de la société. Donc oui, je pense qu'on est en transition et je pense pas que ça soit une nouvelle génération, c'est juste qu'on est une génération qui est plus ouverte sur le monde, qui a peut-être plus d'opportunités aussi que nos parents, parce que je pense que nos parents aussi avaient envie d'avoir du sens, mais avaient peut-être moins d'opportunités autour d'eux. Et c'est vrai que le fait qu'on soit très connectés, qu'on puisse voyager plus rapidement, que les études à l'étranger soient facilitées, qu'on soit plus en interaction avec ce monde, du coup ça favorise cette quête de sens et aussi voilà, toutes les choses aussi qui se passent dans la société, on voit beaucoup de choses mauvaises aussi qui s'y passent et du coup je pense qu'il y a cette volonté des jeunes de s'engager d'une autre façon, de s'engager dans du concret sur le terrain et c'est vrai que cette nouvelle économie, cette nouvelle façon de voir les choses pour moi permet vraiment ça. Ouais, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est de dire que les jeunes ont envie, et c'est légitime, de gagner de l'argent, mais pas n'importe comment. Et je crois que c'est le pas n'importe comment qui commence vraiment à rentrer, et pas n'importe quel prix aussi. Ça commence vraiment à rentrer dans le fonctionnement de cette nouvelle génération. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vous qui l'avez initié à La Rochelle. Tout à fait. Oui. La RSE, quelque part, il y a longtemps que la question environnementale, il y a longtemps que c'est entré dans l'ADN de l'école. Ça fait plus de 25 ans que c'est dans l'ADN de l'école et dès l'origine. Et vraiment, le groupe a été créé pour cela et ça irrigue tous les programmes. Vous en étiez consciente de ces notions? Vous étiez attirée par le programme Humacité? Oui, voilà, j'étais attirée par le programme, mais je sentais qu'il y avait une valeur humaine. Après, c'est vrai que quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte. Mais je me rappelle de ma mère qui me disait « Ok, je veux bien que tu fasses une école de commerce, mais je veux que tu sois un bon manager. » Donc j'avais déjà cette idée en tête et je pense que ça part de l'éducation aussi, le fait d'avoir ces valeurs sociales. Et du coup, ça matchait très bien avec le bachelor international. Aucune transition, mais vous aviez l'opportunité d'un choix vaste, parce qu'il y a le bachelor en 3 ans, il y a le BBA, il y a le programme grande école aussi. Pourquoi le choix de ce programme
un peu particulier quand même dans cet environnement traditionnel de Bac+3 et Bac+5. Je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais pourquoi le choix de ce programme en particulier? Pour l'aspect international. Pour l'aspect international qui était très fort, et c'est vrai que pourquoi une école de commerce aussi, j'avais l'opportunité de faire une prépa HEC dans une très bonne prépa à Bordeaux, et du coup j'avais plus cette envie d'aller vers l'autre, de parcourir un peu le monde, de parcourir aussi intérieurement, plutôt que d'aller 2 ans pour pouvoir viser peut-être entre guillemets l'élite, mais moi c'est pas ce qui me faisait rêver, c'était plus l'humain, donc ça se prêtait plus, pas que les prépas soient pas bien, hein, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui vont en prépa, mais pour moi personnellement, du coup mon chemin s'est dirigé vers La Rochelle. C'est souvent les étudiants qui viennent ont envie d'être dans l'action très rapidement aussi, ils ont besoin d'être dans l'opérationnel, le concret très rapidement, et c'est vrai que dès le premier semestre, ça y est, ils changent de vie. Oui. Et vous ne les faites pas arriver justement ces prépas qui rejoignent le programme Grande École, qui eux, on vous voit après 3 ans, 4 ans d'activité, qui vous ont vu avoir à vivre la vie associative, ils vous envient pas quelque part finalement? Ah, je sais pas, je pense que vous chacun, enfin pas forcément, mais j'ai des amis qui sont en prépa, mais je pense que chacun a sa voie à trouver, donc il n'y a pas forcément de jalousie, ou voilà, faut accepter son chemin, faut prendre les opportunités quand on les sent au moment donné. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait d'animosité entre. C'est pas une question d'animosité, c'est une question de parcours. Bon, il faut quand même admettre que pour certains métiers, il vaut mieux faire une ESC, par exemple l'expertise comptable, ça sera quand même beaucoup plus simple. Tout ce qui est finance. Voilà, de passer vraiment par le programme Grande École. Voilà, on va dire il y a la voie royale. Là. Mais la voie internationale, donc vous êtes ouverte. Alors il y a beaucoup de questions justement sur. Marilyn vous demande, je vois que vous proposez aussi l'obtention d'un double diplôme. Ça l'intéresse? Comment faire? Alors le double diplôme, donc on a au niveau du groupe Subdeco La Rochelle, il y a un peu plus de 173 universités partenaires, une quarantaine sont des partenaires un peu plus privilégiés puisqu'on travaille avec elles ce que l'on appelle le double diplôme, c'est-à-dire que les étudiants qui partent effectuer 1 an à l'étranger partent pour valider à la fois le diplôme de La Rochelle mais aussi le diplôme de l'université d'accueil. Alors ça ne se fait pas en plus, c'est-à-dire ça n'est pas une période supplémentaire pour obtenir le deuxième double diplôme, ça se fait en même temps. Donc c'est un programme qu'a fait Lou, c'est un programme qui est un peu plus exigeant qu'un échange, on va dire, classique, puisque pour valider les 2 diplômes, ça signifie souvent qu'il faut faire 2 mémoires, il y a un stage supplémentaire, parfois qu'il faut compléter, il faut valider un peu plus d'unités de valeur pour correspondre aux diplômes respectifs des uns et des autres, mais comme les étudiants étrangers qui viennent chez nous pour valider notre diplôme ont un peu plus de travail à faire que ceux qui viennent dans le cas d'un simple échange. Voilà. Mais ça se fait dans le même laps de temps, il n'est pas nécessaire de passer 1 année de plus dans le cursus. En termes de coût de scolarité, alors il y a un papa qui s'inquiète de savoir s'il revient plus cher à l'étudiant de partir dans les universités aux États-Unis où les frais d'inscription sont exorbitants. En termes de coût de scolarité, cela revient-il plus cher? Voilà. Non, c'est complètement transparent pour les familles, c'est-à-dire que nous, la scolarité, c'est un coût fixe sur les 4 ans. Voilà, donc ça ne bouge pas, quel que soit le parcours choisi par les étudiants, s'ils veulent faire un parcours européen sur plusieurs continents, puisqu'on a plusieurs parcours internationaux possibles. Donc là, la scolarité reste fixe. Voilà, l'étudiant choisit en fonction de ses possibilités, de son projet professionnel et pas en fonction de ses moyens financiers. Ça, on le sait rarement. On prétend toujours que les écoles de commerce ont des tarifs importants, sauf que lorsqu'on part à l'étranger, on ne paye pas plus. Quand on connaît le coût des universités étrangères et peut-être la vie. Vous
vous êtes parti en Allemagne. En Allemagne et après en Inde, donc en Inde le coût de la vie n'est vraiment pas très important, mais aussi ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en Allemagne par exemple on a beaucoup de bourses en fait quand on part là-bas, donc c'est vrai qu'on a tendance à penser ok je pars à l'international, ça va me coûter plus cher, le billet d'avion, enfin toutes ces choses-là, mais c'est vrai qu'on est beaucoup aidé, enfin on a la bourse Erasmus, on a la bourse franco-allemande quand on va en Allemagne, on a plusieurs bourses dans la région, donc c'est vrai que moi même quand je suis partie en Inde, j'ai eu une bourse de la région pour faire le stage que j'ai fait en Inde. Donc c'est vrai qu'on peut se débrouiller pour couvrir ses frais et que parfois même ça nous permet de mettre un peu d'argent de côté. Moi en Allemagne ça m'a permis de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir aller faire mon université aux Philippines par exemple. Un sondage à la conférence des grandes écoles révèle que un frein majeur, c'est le frais de scolarité. Vous démontrez qu'il y a plein d'opportunités dans les écoles pour financer ces études. Il y a énormément de possibilités pour financer à la fois les études et l'expatriation, qui souvent fait peur au niveau des familles. Et vous avez entre autres la mission export que l'on a mis en place maintenant, qui permet justement aux étudiants, entre guillemets, non pas d'être sponsorisés par une entreprise, mais en tout cas de travailler pour une entreprise française à l'international. Alors en fonction des projets, ça peut être entre 2 000 et 6 000 euros en troisième année, mais ce qui permet quand même vraiment de couvrir une partie des frais de scolarité, largement. Oui, une très bonne partie. Oui. Johanna, justement, sur la partie internationale, voit que vous avez un cursus 100% anglophone. Oui. Elle se demande quel est le niveau d'anglais requis. Alors, le niveau d'anglais requis est un peu au-dessus de la moyenne pour lorsqu'on démarre dès la première année ce cursus anglophone, puisqu'effectivement on a affaire à des native speakers et puis on est mélangé avec des étudiants qui peuvent être des internationaux, voilà. Donc le niveau d'anglais est bon sur la première année, mais si Johanna ne se sent pas parfaitement à l'aise en première année pour intégrer ce qu'on appelle l'English Track, elle peut l'intégrer en deuxième année. Elle n'est pas obligée de choisir dès la première année. Donc au niveau du programme, il y a des passerelles en permanence, soit pour que l'étudiant modifie son cursus, soit pour qu'il intègre un cursus un peu différent s'il n'a pas pu l'intégrer dès la première année. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sans transition, mais il y a beaucoup de questions sur le concours Sésame. Il y a notamment 2 questions qui concernent le report du concours Sésame. Il y a Mélodie qui vient de passer le concours 2016, qui part à l'étranger et donc demande si elle pourra repasser le concours Sésame et intégrer votre école. Et de même, c'est une maman qui réside au Maroc, sûrement pour des raisons professionnelles, ont dû partir et passer le concours Sésame. Est-ce qu'il est possible de reporter? Alors là, tout va dépendre du règlement intérieur de chacune des écoles, puisque le report de diplôme est vraiment soumis à des critères très stricts en fonction des écoles. C'est-à-dire, mon conseil, c'est dès que cette jeune fille sera reçue dans l'école de son choix, qu'elle fasse une demande de dérogation au niveau de la direction en expliquant son cas et en demandant à pouvoir bénéficier du report d'inscription. Voilà, mais chaque école a un règlement intérieur qui est particulier. Là, ça n'est pas la Banque Sésame qui gère ça. Voilà, c'est chaque école qui accepte ou pas, mais pour qu'elle puisse bénéficier du report, il faut en tout cas qu'elle fasse la totalité des épreuves, voilà, qu'elle soit admissible et puis ensuite après admise, et que là, elle contacte l'école. Voilà. Donc il y a des écoles qui acceptent et d'autres écoles qui n'acceptent pas. Et pour finir sur le devenir des diplômés, Alamo vous demande est-ce qu'une fonction ressort dans les fonctions qu'occupent vos diplômés, fonctions qu'on pourrait qualifier, pas sympa, de à la mode, en tout cas qui recrutent. Et Yvan vous demande où exercent précisément vos diplômés en général après un bac+5. Vous avez ajouté une année de césure. Oui. Alors, d'abord, je le redis, la formation est généraliste, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui peuvent travailler dans le marketing, mais ça peut être le digital marketing, ça peut être le green marketing, ça peut être aussi sur des fonctions support au niveau marketing, le marketing événementiel au niveau international, travailler pour des grandes marques de sport, pour des grandes manifestations sportives, puisqu'on en a certains avec les activités nautiques au niveau de La Rochelle, donc on peut avoir ça. Ça peut être la finance, donc la consolidation budgétaire internationale, ça peut être les ressources humaines avec tout ce qui est la gestion d'équipes multisites, donc la gestion des expatriés pour certains grands groupes internationaux.
Vous pouvez avoir tout ce qui concerne à la fois la recherche de matières premières, tous les réseaux de distribution, tout ce qui tourne autour du sourcing, supply chain management. Donc vous avez ça, vous avez tous les secteurs d'activité qui sont représentés, puisque moi j'ai été très surprise aussi de voir qu'on avait même des anciens qui travaillaient dans la gestion des carrières, un peu dans le casting international, donc là aussi ça en fait partie aussi. Donc non, c'est vraiment très ouvert, il n'y a pas de fonction type à la mode. Je crois que c'est vraiment chaque diplômé qui se construit un peu son CV, voilà. Moi, je suis complètement d'accord. Enfin, tous mes amis sont dans des endroits différents déjà géographiquement. Il y en a qui vont vouloir rester en France pour les opportunités. Il y en a qui vont vouloir partir à l'international. Donc moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis faire des VIE en Allemagne. Après, il y en a qui sont partis au Vietnam. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et justement, comme Caroline disait très bien, c'est à chacun de construire son parcours. Et du coup, le bachelor nous permet ça, de construire son parcours, de tester, de voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'a pas trop envie de faire et dans quoi on a envie de se projeter. Donc voilà, ça peut être dans tous les domaines et toutes les différentes catégories du management. C'est très vaste. Et manager autrement pour demain. Exactement. En tout cas, Lou, Caroline, merci. Ce live touche à sa fin. Bastien, je suis désolée, nous n'avons pas répondu à votre question, mais voilà, le temps presse. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Merci Caroline Armé, merci Louzou, et puis bon vent dans vos activités. Et à vous, à très vite sur un autre live sur Yorama TV. Mm-hmm.